Ok, donc aujourd'hui on enregistre le 5e épisode du podcast We Love Dev saison 2 et je suis avec Maxime de Roulers, du coup t'es du Nord aussi. Je suis du Nord aussi, effectivement. Ok, Donc, et de Lille, exactement. De tu es Lille. un membre de l'agence de Hippon. C'est ça, Hippon Lille, je suis arrivé à la création quasiment. Et Hippon c'est le recruteur numéro 1 sur We Love Devs d'après le top 100 depuis genre au moins 3 mois. Vous êtes indétrônable, tout le monde vous donne des likes. C'est Donc, du grâce à coup, je suis Manu. content. Elle est trop C'est forte. grâce à Manu. Bon non, c'est aussi grâce à la culture Hippon en fait. Moi je pense que c'est mérité. Votre culture elle est très travaillée et elle donne envie d'être développeur en plus. Bah oui, enfin, je pense qu'à Hippon, enfin, par rapport aux autres entreprises, en tout cas, que j'ai fait, il y a eu vraiment une énergie de vraiment où il faut avancer, il faut progresser. La culture, elle est beaucoup liée à notre culture, elle est beaucoup liée à celle du sport. C'est lié au fait que ce soit Stéphane Nomis qui fait partie des créateurs de Hippon, qui a été judoka professionnel. Ouais. Donc ça donne vraiment beaucoup d'élan, beaucoup d'énergie. Enfin, c'est dans notre ADN. Ouais, j'étais assez surpris en regardant sur internet de voir que Manu était judokate aussi et qu'elle était dans un club, qu'elle avait ses ceintures et tout. Je dis, c'est pas une blague, hein. Tous les hippons ils ont Elle fait du cache bien sport. son jeu. Elle cache bien son jeu et tout. Non mais c'est vrai. Donc la première question pour amorcer le podcast, Maxime, c'est quoi un développeur d'après toi en 2021? Que va devenir notre métier? Alors pour moi, un développeur en 2021, je pense déjà que la technique, c'est toujours une part importante de notre métier, mais il n'y a pas que ça. Maintenant, je trouve qu'il y a beaucoup de communication, par exemple, à avoir, surtout quand on travaille en clientèle. Où la communication sur ce qu'on fait, expliquer à des gens. On travaille aussi beaucoup avec des gens qui viennent pas du milieu de la technologie, enfin en tout cas qui sont plus éloignés du milieu, du métier, etc. Et il faut réussir à avoir un vocabulaire adapté à ces différents publics. Et ça, c'est une chose très importante pour moi. Ensuite, il y a maintenant, enfin, je pense qu'il y a beaucoup de technologies et on ne peut pas tout savoir, c'est impossible. Mais comme le dirait Grégory, mon manager à Hippon, il faut se concentrer plutôt sur les concepts, apprendre les concepts parce que ça, c'est des choses généralement qui changent pas. Et en tout cas, chaque concept peut s'adapter à différentes situations. Donc, c'est indémodable, quoi. Et c'est plus important que d'apprendre les technos. Les technos, ça peut s'apprendre sur le tas. Ensuite, le dev en 2021, alors là, je vais prêcher un peu pour ma paroisse, mais il va devoir apprendre à travailler avec les technos cloud. C'est devenu quelque chose vraiment d'important et d'indispensable maintenant et dans les années qui viennent. C'est sûr qu'il va en avoir partout. Donc, c'est quelque chose vraiment d'important. Voilà, pour moi, c'est les principes. Je pense que c'est les principales qualités en 2021. C'est intéressant, t'as presque énoncé le plan de tout ce qu'on va discuter ensuite en répondant à la question. Parce que finalement, toi, t'es un développeur à la base et t'es passé au cloud et on va en discuter. Et les métiers du cloud, c'est pour toi ce qui va changer, ce qui change dans l'IT en ce moment et on va en reparler aussi. C'est quoi ton parcours? Donc, t'es un développeur à l'origine. À quel moment t'as touché du code pour la première fois dans ta vie? Alors, vraiment toucher du cloud, donc moi je travaille plutôt sur la plateforme Google Cloud. C'était plus en travaillant chez un grand client de la grande distribution qui distribue des outils avec Hippon. Avant, en fait, j'ai travaillé. Ouais, mais du code, la première fois que t'as codé ou t'as fait du logiciel, enfin le moment où t'as su que tu voudrais être développeur plus tard. Le moment où j'ai su que je voulais être développeur plus tard, c'est ça ta question? Ouais, c'est ça. Ben, En fait, dès mes études, je savais que je voulais être développeur, que je voulais faire du conseil, et cetera. Et en fait, au fur et à mesure où j'ai pris de l'expérience, je me suis rendu compte que juste développeur, ça me satisfaisait plus parce que j'avais l'impression de beaucoup faire la même chose. Donc après, peut-être que j'étais pas dans les bonnes missions, mais c'est l'impression que j'ai eue et je m'ennuyais en fait.
Donc, la seule chose qui me motivait, c'est que pendant mes missions, je commençais à toucher à tout ce qui était DevOps, à mettre en place de la CI/CD, à utiliser Docker, à mettre en place tout ce qui était déploiement avec Docker, etc. Et ça venait la chose qui m'intéressait le plus dans mon métier, mais ce qui n'était pas du tout lié au métier du dev normalement, quoi. C'est plutôt du DevOps Cloud. Et en fait, à un moment, je me suis dit, j'en ai marre en fait de toute la partie dev où je m'ennuie et je veux me concentrer sur ce qui me motive en fait, parce que c'est ça qui me faisait avancer, c'est ça qui me donnait envie de continuer dans la technique et c'est pour ça que je me suis orienté vers le DevOps. Ouais, je réfléchis. C'était quoi ton premier job du coup? Mon premier job, j'ai travaillé pour une grande SS2I où là c'est vraiment on va dire le pire qu'on puisse avoir dans dans le métier de dev, c'était du ticketing sur des vieilles applis Java. Voilà, c'est chez une grande SS2I. Et alors du coup, est-ce que c'était de la TMA ou en plus c'était C'était de la TMA, oui, c'était dans les locaux. C'était vraiment ce que j'appelle les usines à code. Ouais. Où tu dois juste, on t'envoie un ticket, tu réponds à ton ticket, tu corriges le bug ou tu déploies une petite feature et tu t'occupes même pas du déploiement, etc. C'est après, tu dis, ben voilà, j'ai pushé dans mon repository Git et tu contactes une équipe qui va s'occuper du déploiement pour toi, etc., quoi. Moi, ça m'a toujours fasciné parce qu'en fait, récemment, j'ai essayé de relancer un peu d'awareness là-dessus sur Twitter et ça a pas bien fonctionné. Ouais, Enfin, du moins, ça a choqué. j'avais vu, mais effectivement, ça existe et je pense que c'est la les partie devs la plus TMA sont moche nombreux, du hein. développement. Comment? Les devs TMA sont très très nombreux parce que ça recrute Ils facilement en sont, fait. en fait, oui, ils sont. En fait, je pense que au niveau des entreprises, il y en a qui font ça. C'est peut-être pas la majorité parce qu'il y a beaucoup aussi de petites entreprises où ils te font aller en clientèle, etc. Mais dans les grosses SS2I, en fait, comme c'est des bâtiments où il y a peut-être 1000 personnes, effectivement, ça regroupe du monde, quoi, au final. Et tu retrouves aussi des personnes très mal payées. Enfin, souvent pour les tickets, il y a un peu de tout dans les équipes, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont développées en informatique et qui s'y connaissent un peu plus. Et en même temps, il y a des personnes qui sont payées au rabais, vraiment à la limite du SMIC, voire le SMIC, et en fait qui sortent de Pôle Emploi d'une formation de 3 mois et on monte des équipes comme ça où tu as les personnes un peu plus souvent ça reste des jeunes développeurs, mais les personnes qui sortent avec un diplôme qui essayent aussi de former les personnes qui ont juste une formation de 3 mois pour leur donner des bonnes bases et ils essayent de monter des équipes comme ça, quoi, qui coûtent En pas vrai, cher. tant que ça améliore leur employabilité, à la fin, ça fonctionne, hein. L'important, c'est que la pyramide de compétences, elle soit cohérente, quoi. C'est ça. C'est ça, mais après, moi je me souviens dans cette société, c'est les projets, ils avaient tendance aussi à les faire tourner en fonction de comment ils voulaient marger aussi. Et Mhm. par exemple, nous on avait récupéré un projet qui venait de Roumanie, qui avant avait tourné au Vietnam. Et en fait, ils font le tour des pays comme ça en fonction du coût de la main-d'œuvre et en fonction de aussi le client, de sa satisfaction, etc., et de ce qu'il a envie. Donc, c'est pas toujours facile parce que c'est pas les mêmes façons de coder, c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes compétences non plus et du coup c'est vraiment des projets je veux dire un peu bancaux, quoi. Je vois tout à fait, hein. Je vais pas dire de nom, mais là, tu as dit tellement de choses dans le Nord, ce genre de projet, il y a Ça pas existe. 33 endroits où j'en ai vu, hein. Ouais. Mais oui, oui, j'ai le nom de code Massilia en bouche, pour ceux qui connaissent. À quel moment est-ce que tu as fait du client final avant d'aller chez Ypon ou pas? Oui, oui. Est-ce qu'il y a eu quelque chose entre les 2 avant d'arriver chez Ypon? Alors en fait, sorti de cette grosse SS2I, je me suis posé la question parce que je suis resté qu'1 an, mais au bout de 6 mois, en fait, j'en avais marre, et je me suis posé la question si je voulais rester et continuer dans l'informatique ou pas, parce que ça m'avait dégoûté, en fait. Et j'ai rencontré quelqu'un là-bas, un ami, en fait, maintenant, toujours un ami, où on avait eu une idée de start-up et du coup, on s'est dit, on en a marre, écoute, on est encore jeune, on n'a pas trop,
y a rien qui nous retient, on claque tout et puis on monte notre startup. Donc du coup, on a lancé ça pendant 6 mois. On s'est donné des objectifs précis. On a travaillé avec Valenciennes, avec un incubateur Valenciennes, mais on s'est vite rendu compte, que par rapport aux objectifs où on s'était fixés, on les avait pas atteints. Du coup, on s'est dit, on va stopper, c'est pas grave. De façon, certes, c'est un échec, mais c'est pas un échec. Déjà, on l'a fait jeune, c'est pas ça, ça a impacté personne à part nous. Et ensuite de l'échec, on a appris plein de choses. Justement, ça a permis de développer des compétences autres que la technique qui sont tout aussi importantes pour moi aujourd'hui. Dans la communication, savoir speecher, savoir défendre une idée, savoir argumenter. Et Tu saurais ressortir le pitch ou pas? Parce que je suis friand. alors là, ça commence à faire quelques années, je ne saurais pas te le sortir tel quel, mais je peux te parler de l'idée, par exemple. C'était l'idée, en fait, derrière, c'était... Donc, moi, j'aime bien le sport. Et en fait, on ciblait un public plutôt jeune, entre 20 et 35-40 ans, où c'était des gens qui avaient une appétence pour le sport, mais ils pratiquaient pas d'activité sportive régulière, ou en tout cas pas assez d'activités sportives, et qui étaient plus connectés. Pourquoi connectés? Parce que derrière notre application, en fait, c'était un jeu de rôle qui propulsait la personne, c'est un peu sous format BD, etc., propulsait la personne dans un mode post-apocalyptique, un peu à la Walking Dead, on peut le voir. Et en fait, il jouait son propre rôle dans un monde en ruine, où en fait on racontait une histoire où lui était le personnage principal et il y avait des missions. Donc une mission, ça correspondait à une sortie de sport, en fait. Donc ça se jouait avec un système audio. Et par exemple, c'était de dire, voilà, là, on lance le décor, tu te retrouves dans un monde post-apocalyptique, tu es peut-être le dernier survivant de ton espèce. Donc là, tu vois de la lumière au loin, avance-toi, parce que là, tu es dans une zone sombre. Et là, par exemple, tu rencontres une bande de zombies, enfuis-toi, cours le plus vite que tu peux. Enfin voilà, des choses comme ça. Bien sûr, on s'appuyait, on réglait le rythme. On disait pas à chaque fois sprint, tu vas mourir. Et tu pouvais échouer, par exemple, si on regardait la vitesse. Et par rapport à ce que tu es capable de faire, etc. On utilisait une librairie open source qui a été développée par je sais plus par quel laboratoire, je pourrais le retrouver. Mais donc en gros derrière c'est un peu un équivalent Runtastic, quoi, mais tout fait en open source. Ouais. Et donc on adaptait la vitesse, tout ça. Je suis pas capable de courir sans but, donc ça me parle complètement. et les applis de contenu, en vrai, il y en a beaucoup, mais en fait, ce qui est hyper dur, c'est d'avoir une première base de clients installée. Et après, une fois qu'ils sont ambassadeurs, ça marche bien. Et puis, la qualité du contenu, elle est difficile à produire aussi. Et quand tu es dev, c'est pas forcément un truc que tu sais. Problème de coût aussi, au final, pour développer ça, ça remonte à quelques années quand même. Donc, il y avait l'environnement des startups n'est pas aussi développé. Mais c'était avoir assez de financement pour pouvoir payer des gens aussi, par exemple, pour tout ce qui était montage, aussi des acteurs, des trucs comme ça coûte très cher au final par rapport à la quantité produite. Et c'est vrai que c'est pas facile d'avoir assez de budget en fait pour financer tout ça. Ouais. Ah oui, en fait, en vrai, ça me fait penser à Petit Bambou, tu sais, qui sont basés à la pleine image, où au final, c'est aussi une appli de contenu. Alors, ils te font pas courir, ils te font prendre du temps, mais c'est vraiment le même processus créatif pour produire l'application, je trouve. Alors, en même temps, c'est marrant, ça ressemble très fort à ce qu'on pensait. Il y a Zombie Run de mémoire, qui est américain ou anglais. Mais tous les contenus sont en anglais, mais pour ceux que ça intéresse, c'est une application qui reprend ce concept où on peut on achète du contenu, genre des paquets de 100 missions, et puis ça reprend ce concept post-apocalyptique où tu cours. C'est sorti
un peu l'idée en même temps, quoi. Mais eux, ils ont réussi, ils ont eu plus de budget, certainement. En vrai, tu sais, souvent, même des écoles dans la région, elles ont les mêmes idées en même temps et elles ont l'impression que l'une copie l'autre. Mais en vrai, une bonne idée, elle apparaît forcément à plusieurs endroits dans le monde, Oui. dans la tête de plusieurs personnes au même moment, quoi. Ah oui, oui, oui. Bah, de toute façon, dès que ça devient une évidence, tout le monde se rue dessus, hein, clairement. Bah ouais. Ok, donc aventure entrepreneuriale épanouissante à base de zombies. Et derrière, tu vas chez Ypon ou est-ce qu'il y a une autre expérience intéressante? Derrière, en fait, suite à ça, comme on n'avait pas atteint nos objectifs qu'on s'était fixés, j'ai réactivé le plan B. Plan B, ça a été, d'essayer de retrouver une entreprise, en fait, mais complètement différente de ce que j'ai vécu, toujours dans l'informatique, toujours dans le conseil, mais complètement différente de ce que j'ai vécu. Et donc là, je suis Mhm. sur vraiment une PME, une petite entreprise, on était une trentaine et vraiment familial, toujours en tant que développeur, parce qu'à ce moment-là, je commençais à m'intéresser au DevOps, jouer un peu avec Docker, des choses comme ça, mais ça allait pas plus loin en fait. Et du coup, j'ai commencé, voilà, en tant que développeur là-bas, je me voyais pas faire autre chose pour le moment. C'était une boîte de l'IT ou c'était une boîte qui était dans l'industrie, dans une autre industrie? IT, conseil, une ESN. Ok. Et ok, t'es resté dans cette boîte-là pendant plusieurs années, c'était bien? Je suis resté presque 3 ans, donc ça me correspondait très très bien au début quand je suis rentré, parce que je voulais être développeur, parce que je voulais faire ce métier. Et en fait, à la fin, quand je commençais à m'ennuyer du métier de développeur et à avoir toujours l'impression de faire la même chose, en plus d'être sur des missions qui durent, où en fait tu te sens plus trop appartenir à la boîte, t'as pas trop de nouvelles de ta boîte, etc. Tu sens plus trop appartenir à la boîte, mais plutôt à ton client. Au niveau du sentiment d'appartenance de groupe, je parle. Donc là, je me suis dit, ben, j'ai déjà essayé de voir avec eux en fait en me disant, ben voilà, moi le développement ça m'intéresse plus trop, j'aimerais trouver une mission en DevOps. Donc j'ai eu une fin de mission et j'en ai profité pour dire, ben, je voudrais faire ça parce que j'avais fait ça un peu pas mal de fois pendant la période où j'étais chez mon premier client avec eux, où ça a duré 2 ans et je voulais faire plus que ça. Et en fait, le patron de cette société, il il comprenait pas ce que c'était le DevOps. En fait, quand je lui ai dit: «Ben, je voudrais m'orienter vraiment vers le DevOps», il m'a dit: «Ouais, mais dans DevOps, il y a Dev. Faut déjà que tu aies une grosse expérience en Dev pour devenir DevOps». Et j'ai essayé de lui expliquer, que, ben, en fait, oui, la Ça, dev, mais c'est pas le même type de développement et en fait, ça a rien à voir. C'est du déploiement d'infrastructures, et cetera. En fait, ce qu'on développe, on code une infrastructure pour la déployer automatiquement, par exemple. Et et en fait, bon, il a jamais compris et du coup, c'est ça qui m'a décidé, en fait, à aller chercher ailleurs parce que, bah, du coup, j'ai été remis sur une mission de développeur, mais le problème, c'est que je me suis retrouvé dans une mission de développeur qui ressemblait très fort à ce que je faisais dans ma grosse SS2I où c'était du ticket et des petites features et du debug du débugage, mais chez un client quoi. Et je trouvais pas du tout ça épanouissant, je m'y retrouvais pas du tout, j'avais l'impression de rien apprendre. Bref, j'avançais pas quoi et je me suis dit ben là je vais chercher ailleurs, c'est pas possible. c'est quoi ton système de tickets? T'as eu du Mantis, t'as eu du Redmine, Alors oui, alors j'ai eu du Mantis, ouais, un vieux Mantis, j'ai eu du Mantis et du ticket Jira, dans la dernière mission, dans cette petite PME, c'était du ticket Jira, c'était un peu plus moderne, on va dire. Mais ouais, j'ai eu Mantis, je crois que c'était la première version de Mantis en plus, ça faisait mal aux yeux, Moi, tu pas envie de le lire. j'ai pas dans mes contacts récemment et j'avais encore un John Mantis qui m'envoyait des emails, genre, Ah ouais, mais c'est atroce. c'était un ancien collègue dont le numéro était sur mon numéro perso et je sais pas pourquoi John Mantis était devenu son nom, tu vois? Hem et OK, et c'est à ce moment-là que tu vas chez Ypon parce que Ypon te permet de faire du cloud? En fait, Ypon, c'est eux qui m'ont en fait, quand je suis allé chez Ypon, postuler, je leur ai expliqué, ma situation et je leur ai dit que, ben, je voulais m'orienter dans le cloud dans tout ce qui était
DevOps à la base et ils m'ont dit, bah, OK, ben, nous, on a un système de practice, etc. Et on a une practice Cloud and DevOps. Et en gros, ben, j'ai postulé. Enfin, en fait, moi, j'ai pas postulé à un poste, je postule jamais à un poste. Je postule à une entreprise parce que avant, je me renseigne sur elle et je regarde si ses valeurs me correspondent ou pas. Ouais. J'ai postulé à un poste et je le ferai jamais, je pense. Et en fait, les valeurs d'Ypon m'intéressaient et je leur ai demandé en fait, ben, si pour le cloud et pour tout ce qui était DevOps, ben, s'ils étaient prêts à me recruter. Et donc j'ai passé des entretiens, tout ça, et voilà, et ça s'est fait. Et après derrière, il y a eu quand même un temps de formation parce que oui, j'avais fait du DevOps, mais du DevOps plutôt, j'étais toujours orienté dev, donc j'ai jamais été au final très très loin dans le DevOps. Et ils m'ont vraiment formé à ça, m'ont payé les formations, les certifs qui vont bien, et puis voilà, maintenant je suis pleinement DevOps et pleinement heureux Tu là-dedans. cartonnes. OK. Heu, du coup, est-ce que l'histoire de ton aventure entrepreneuriale, elle a permis, d'avoir quelque chose qui raccroche aux valeurs d'Ypon? Parce que j'imagine que leur dire que tu as fait une appli pour les runners, c'est quelque chose qui leur a parlé, quoi. Ouais, je pense. Puis tu dois courir encore, Ouais, aujourd'hui? bien sûr, je pense, et de toute façon, voilà, comme je disais au début, même si, au final c'est un échec, c'est pas grave en fait parce que c'était un risque que j'ai pris, c'était une expérience, et toute expérience se valorise, donc en fait, oui, je pourrais le vendre en disant, ben, enfin, je pourrais ne pas le vendre du coup en disant, ben voilà, je me suis trompé, j'ai échoué, c'était la cata, j'ai perdu 6 mois de ma vie, mais je peux aussi bah, le vendre en disant, bah, j'ai un prix, ok, techniquement ça n'a pas fonctionné, on n'a pas réussi à vendre, on n'a pas eu les budgets, mais derrière j'ai appris plein de choses, j'ai appris à se pitcher, j'ai appris à communiquer, j'ai appris à gérer des budgets, j'ai appris à gérer, j'ai appris en fait plein d'autres choses que peut-être j'aurais eu pris plus de temps à l'apprendre ou plus de temps à connaître, voilà, en restant juste dev, par exemple. Parce que la posture conseil, c'est vraiment quelque chose qui est important chez Ypon, est-ce que tu l'avais déjà? Est-ce ils ont pu l'évaluer, l'observer ou est-ce que c'est venu après? Est-ce qu'il y a un peu des 2? Je La posture conseil, je pense que je l'avais un peu développée avant. Peut-être, en tout cas pas dans la grosse SS2I parce que je faisais de la TMA et voilà, enfin, on n'était pas en contact avec le métier. Je l'ai un peu plus développé, on va dire, quand j'étais dans la PME, mais j'ai surtout développé, je pense que la partie conseil, j'ai surtout développé aussi avec la startup. Parce que en fait, on était quand même accompagnés, on travaillait pas tout seul, on était dans un environnement où il y avait d'autres startups, il y avait d'autres personnes, et on se donnait déjà des conseils entre nous, on essayait de s'entraider. Enfin, voilà, c'est ça aussi le monde des startups, c'est bah, de pas être tout seul. C'est pour ça qu'on va dans des incubateurs, c'est être en groupe et puis essayer de se conseiller, de s'entraider, de partager de partager en fait, Ouais. c'est juste ça. Et je pense que ça m'avait déjà aidé pas mal là-dedans, puisque quand tu échanges avec d'autres personnes, tu commences à conseiller en disant, bah, moi j'ai utilisé ça, ça a bien fonctionné, si tu veux, je peux t'accompagner un peu dessus, puis en échange, tu lui demandes un petit coup de main sur autre chose, par exemple, où lui, il a déjà essayé, il sait faire, et puis voilà, Mmh. c'est de l'entraide. Ouais. C'est quoi, dans quelle entreprise tu aimerais bosser toi aujourd'hui? Enfin, ou quelles entreprises tu trouves intéressantes, en fait? Alors, le type d'entreprise que je trouve intéressante, c'est les entreprises qui se veulent plutôt innovantes. Innovantes, j'entends en fait qui font avancer les choses, c'est-à-dire Ouais. qui vont être motivés pour participer à des événements, qui vont investir dans leurs employés pour les former, pour les faire grandir, qui vont mettre en avant leurs employés aussi et pas les cacher ou les masquer. Ouais. C'est des entreprises en fait qui vont promouvoir le partage.
partage de compétences, le partage, mais pas que forcément en interne, ça peut être aussi en externe, t'autoriser à aller voir des confs ou aller faire des conférences. C'est des choses qui sont importantes pour moi, où je trouve que j'apprends beaucoup et ça m'aide à faire de la veille, à aussi, pour ma curiosité personnelle, capter ces informations-là, c'est important pour moi. Et là, actuellement, c'est ce que je retrouve chez Hippon, en fait, et où ils poussent là-dedans, et du coup, ça me convient très bien. Et je pense que je reviendrai jamais en arrière, quoi. J'ai l'intuition que les ESN, elles sont capables de donner cette formation, de donner ce parcours de carrière, cette considération de ton métier, parce qu'ils sont spécialisés sur ton métier et que les clients peuvent pas forcément le faire. Est-ce que c'est une intuition que tu partages? Est-ce que tu l'observes? Est-ce que tu as observé des choses qui vont en ce sens-là? Alors, je suis assez d'accord avec toi. En fait, les ESN, enfin, pas toutes les ESN, mais en tout cas, il y a quelques ESN qui mettent vraiment en avant ça, et elles ont bien raison. Après, chez les clients finaux, effectivement, des fois, ça peut être, en fait, ce qu'on voit souvent chez certains clients de retail, par exemple, ou de banque, etc., c'est qu'il y a des personnes à l'intérieur qui sont très douées, etc., mais ils peuvent rester 8 ans sur un même projet, des choses comme ça. Et en fait, cet aspect-là, ça m'intéresse pas du tout, parce que en fait, le fait de changer souvent de contexte, souvent de mission, ça pousse à sortir sa zone de confort, où à chaque fois, on doit apprendre un nouveau contexte, on doit apprendre à connaître de nouvelles personnes, à changer un peu sa communication, à avoir des nouvelles technologies aussi. Et du coup, ça pousse à toujours progresser, à toujours sortir de sa zone de confort, en fait. Et c'est là où on fait pas mal de progrès. Chose qu'on pourrait moins avoir, si on reste par exemple 8 ans sur un projet. Ok, le projet il va peut-être un peu évoluer, etc., mais ce sera pas aussi efficace que de changer de contexte radicalement, quoi, au niveau de la progression. Est-ce que les travaux, c'est chez toi ou chez moi? Travaux? Non, j'ai pas de travaux. Ouais, non, c'est chez moi les travaux. Alors, c'est mon retour qui m'envoie les travaux. C'est très angoissant cette affaire. Ouais, je comprends. Je suis très d'accord. Du coup, tu as répondu à l'enquête, tu as étudié les questions qu'il y avait dans l'enquête. Quelle est la question qui t'a le plus parlé, toi? Qu'est-ce qui t'a fait le plus réagir dans les 10 points? Moi, c'était en fait la question que j'attendais beaucoup, c'était forcément sur le salaire, pour voir un peu comment on se situe. Et en fait, cette question, elle m'a intéressé au niveau des retours que j'ai pu voir sur Twitter, ou par rapport à cette enquête, ou dans le Data Studio que vous avez mis à disposition. Parce que en fait, je trouve qu'actuellement, il est très difficile quand on va postuler, quand on va négocier son salaire, ou quand on va postuler pour une nouvelle ESN, de savoir en fait combien on vaut, comment on peut se situer sur le marché. Et parce que effectivement, vous l'aviez expliqué pas mal de fois, mais beaucoup dans les stats nationales, en fait, elles ont assez peu de sens là-dessus, avec le fait qu'il y ait l'Île-de-France, où les salaires ils ont rien à voir, parce que le coût de la vie il n'a rien à voir. Et en fait, je trouve ce qui est intéressant, ce serait pas vraiment avoir ça par région, en fait, parce que T'as vu que dans le Data Studio, tu peux filtrer par région? oui, et justement, ça, c'est ce que je trouve intéressant, parce que avant, en fait, je savais pas vraiment comment je me situais. Est-ce que j'étais bien payé? Est-ce que j'étais en dessous? Et là, j'ai trouvé ça ultra intéressant et vraiment utile, en fait, pour négocier plus tard, si un jour je veux changer de société ou autre, savoir combien je vaux sur le marché, et comment se situe le marché, en fait. Ouais, parce que du coup, t'as répondu à l'enquête et à la fin, du coup, tu te sentais mieux. C'est C'est genre ça, je me suis pas senti rouler, en fait, j'ai fait bon, ça va. bon, Ça, ça va. ça va. Non, mais Je suis pas dans ceux les plus à plaindre, au final. parce que les autres acteurs du marché qui créent des enquêtes, souvent, le but, c'est quand même de déclencher une conversation de recrutement ensuite, de te dire, bah non, en fait, on peut doubler ton salaire ou quoi. Donc ça, c'est des catchphrases qu'on utilisées par des gros comme Manpower, tu vois. Double ton salaire en une journée. Non, mais nous, on est plus réfléchis à ton job, et peut-être que ton job est bien, mais au moins, on saura à la fin, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis, et puis même, je trouve aussi, sortie des écoles, enfin en tout cas, c'est quand pour ceux qui viennent, des universités, enfin les professeurs, en fait, ils font miroiter, je pense, un peu des choses, où ils parlent, en fait, de sujets qu'ils connaissent pas du tout au final, parce que c'est pas leur domaine, ils sont dans le public, ils sont pas dans le privé. Et je sais pas de quel stade, enfin de quel stat, etc. ils sortent, mais les salaires, en fait, ils font miroiter des beaucoup plus gros salaires que en fait ce qu'on a réellement déjà dans le privé. Et enfin, en tout cas, c'était mon ressenti, moi. Ils vendaient un peu du rêve et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai été déçu de ma première expérience. C'est que, bah, clairement, on va le dire, j'avais un salaire de merde. Il n'y a pas d'autre mot. Bah, Et t'as fait une école d'ingénieur dans la région, du coup? j'étais, oui, à l'université, j'ai fait parcours classique à T'as fait l'université de Lille l'université, 1. ouais. Et Ok, donc t'avais un master 2 e-commerce, quelque chose comme ça? non, 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 je me suis arrêté. En fait, j'avais commencé le master, mais je me suis arrêté du coup à la licence, licence informatique à Lille. Et 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 en fait, bah, j'avais envie de En fait, travailler. ouais, du coup, ton premier salaire, il devait être autour de 25K, non? Je serais pu te dire, mais on va dire que c'était pas loin du SMIC, hein. Ouais, en vrai, 25K en net, t'es autour de 1005, 1006, quoi. Ouais, C'est pas, c'est ça, ouais, c'était dans ces eaux-là. Et Après, quand t'es étudiant, c'est bien, hein, tu vois, ouais, genre, t'as encore ton rythme de vie étudiant, d'un coup, tu te dis, hier, le droit de ouais. pétrole, je peux aller dépenser. Et puis, mais en fait, ils te mettent, enfin, dans la société où j'étais, en tout cas, ils savaient qu'ils mettaient un salaire bas. Mais ils disaient, par contre, vous pouvez avoir 15% d'augmentation. Ils vendaient en disant, nous, on fait des 15% d'augmentation. Donc, pour faire ça, ils avaient mis en place un système de notation avec des A+, A, B, enfin voilà, jusque D, ça allait. Et tu pouvais prétendre à une augmentation. Sauf que derrière, ce qu'ils disaient pas, c'est que pour t'augmenter, il fallait que ton client t'accepte de te payer plus cher. Sinon, il t'augmentait pas. Et donc là, quand tu fais un an où tu as une bonne note et puis on te dit, tu dis, ben voilà, tu commences à négocier pour une augmentation, puis ton client il veut pas te payer plus cher et du coup t'as pas d'augmente, t'es un peu deg quoi. Tu fais mince. Ah, je me rappelle de cette conversation. Moi, je croyais que mon salaire allait être réévalué tous les 3 mois, alors qu'en fait, non, c'était moi qui étais réévalué tous les 3 mois. Ouais, c'est ça. Mais le salaire serait pas réévalué tous les 3 mois. Et j'étais en mode, attends, mais on s'est mal compris, parce que je croyais que j'avais accepté un salaire plus bas parce que tu me disais que dans 3 mois, on allait le réévaluer, quoi. Ah non, non, Damien, on s'est mal compris. Ton salaire, il bouge pas, il bouge qu'une fois par an maximum. Ouais, Ah, ok. il faut se Bon. méfier des grosses ESN, c'est pas. Bon, voilà, moi, c'était une petite boîte, Ouais, hein. c'était En une vrai, petite c'était boîte, vraiment ouais. pas mal, c'était D'accord. même pas malveillant. Mais faut bien comprendre quand même que, ouais, effectivement, une ESN, faut qu'elle marge, hein. Donc, son projet, c'est quand même de payer, une grosse ESN, en tout cas. Parce que ça aussi, tu vois, parce que Ypon, c'est pas une ESN, c'est une société de conseil. C'est ça. C'est un peu. Comment on fait la différence entre une ESN et une société de conseil? Je pense que c'est au niveau des valeurs déjà. Je pense que la grande différence, c'est au niveau des valeurs et au niveau des gens. En fait, du premier contact qu'on a aussi avec les gens, comment par exemple, comment les commerciaux, ils réfléchissent. Est-ce qu'ils réfléchissent en termes, enfin, est-ce que les commerciaux vont réfléchir en disant, enfin, quand ils vont commencer à te parler, ils vont commencer à te parler de formation, etc., ou ils vont parler juste par exemple, de business et de clients, machin, et en fait, bah là, tu comprends qu'ils veulent juste marger en fait sur toi, alors que Copier, ouais. est-ce qu'ils sont capables en fait de parler un peu dépenses aussi sur toi, comment tu vas progresser, etc. Et là, je pense que enfin, en tout cas, moi, ce que j'ai ressenti quand je suis rentré chez Ipon, c'est que, ben, en fait, dans les sujets de conversation, au début du recrutement, de l'étape de recrutement, c'est qu'on parlait de formation, on parlait de choses comme ça. Donc d'investissement sur moi, me faire progresser et pas que de business, voilà, avoir qu'une vision business, quoi. Mhm. Et Ouais. c'est une grosse différence derrière dans le rapport avec l'entreprise. Qu'est-ce qui va changer dans l'IT dans les prochaines années, d'après toi? Quels sont les bouleversements qui vont nous tomber dessus cette année, dans les années à venir, dans les 10 ans à venir? Alors je pense que personne, je vais prêcher encore une fois pour ma paroisse, mais je pense que personne ne pourra échapper à la vague cloud, clairement. Ouais. Il y en aura
partout. Euh, Mais est-ce qu'on peut poser des définitions, tu vois, pour ceux qui sont pas dans l'univers cloud, les mots les mots que vous utilisez tout le temps et qui vous semblent faciles, genre le cloud native, hybrid cloud, ça c'est des mots que toi tu utilises tout le temps et qui te paraissent normaux. Est-ce qu'il y en a d'autres? euh, il va avoir tout ce qui est CI/CD, Continuous Integration and Delivery. Ouais. Il va avoir comme mot, il peut avoir tout ce qui va être SRE, SLI, SLA, Je dis, ok, SRE, du coup, c'est Site Reliability Engineer. Engineer. Et je vais enregistrer un podcast avec Gaël Lacasse sur le sujet juste après, en vrai. Mais entre-temps, il faudra que je mange. Et on a dit SLA, c'est donc le SLA, c'est la disponibilité. C'est ça. Qu'est-ce qu'on a dit avant? CI/CD, c'est l'intégration continue, c'est le fait de builder de manière automatisée, c'est ça? C'est ça. Et la CD, c'est le fait de mettre en production de manière automatisée. C'est ça. C'est le déploiement. Ok. Le déploiement. Ok. Et donc la vague cloud, qu'est-ce que ça change en fait? Parce que pour moi, CI/CD, c'est Jenkins, c'est le fait d'utiliser Git de manière généralisée, de brancher des Jenkins et des environnements comme Terraform ou des choses comme ça, du Kubernetes derrière. Le SRE, c'est plus pour moi, c'est plus côté infra ou réseau. Qu'est-ce que le cloud change dans tout ça? En fait, le cloud, en tout cas pour les entreprises dont c'est pas l'informatique n'est pas le cœur de métier, ça va leur permettre de ne plus gérer leurs infrastructures et en fait de donner leurs infrastructures, la gestion de leurs infrastructures à des entreprises dont c'est vraiment le métier. Et la contrepartie, c'est qu'il faut des DevOps pour aider au déploiement, où en fait, à l'aide de scripts, de code, ils vont dire, on va déployer ça, au niveau de l'infrastructure, sur le cloud, en fait. Et ce que ce que ça change vraiment, c'est que tout le monde est impacté un peu par ça, parce que pour les développeurs, par exemple, l'applicatif, les applications développées en Java, etc. Enfin, il faut toujours avoir en tête que, que ça va être peut-être pour déployer sur le cloud. Et derrière, l'intérêt du cloud aussi, c'est de pouvoir faire aussi des économies et donc de réfléchir aussi FinOps. D'ailleurs, un autre mot qu'on n'a pas utilisé, que j'ai pas dit tout à l'heure, mais FinOps. Ouais, FinOps, c'est le monitoring des dépenses dans le cloud. C'est ça. Et donc. C'est une bonne définition, ça te plaît? Ouais, c'est très bien. Donc, moi, je tente des choses en vrai. Je suis pas sûr de moi là-dessus. C'est toi l'expert. En fait, FinOps, c'est vraiment essayer de minimiser les coûts dans le cloud. Donc, c'est par exemple un truc classique du FinOps, c'est par exemple de démarrer l'application au bon moment et pas la faire tourner tout le temps alors que c'est pas forcément utile, par exemple. C'est plus écologique et ça coûte moins. Et ça peut être aussi au niveau quand on dit scaler, donc c'est multiplier le nombre d'instances, voilà, essayer de scaler de manière juste et pas en mettre trop ou pas assez, et donc vraiment tout ce qu'on déploie, utiliser le maximum, que ce soit au plus juste en fait. En vrai, c'est fascinant parce que quand j'étais à l'université, on avait un prof qui bossait pour Intel et il nous disait que déjà Intel, en fait, ils ont des data centers parce que c'est Intel, tu vois, mais c'est pas cœur de métier pour eux d'avoir des data centers. Enfin, ils sont obligés d'avoir des data centers parce qu'ils ont des salariés partout dans le monde, etc. Mais en vrai, ça leur coûte cher. Ils ont plus envie de les maintenir. Ils avaient déjà commencé à avoir une architecture cloud hybride pour déverser sur du cloud, pour avoir plus d'élasticité au final. Et ils réfléchissaient même à l'époque à arrêter d'avoir des data centers, de les fermer complètement, parce que c'est des industriels, donc il faut voir que genre Intel, en fait, quand ils font une nouvelle taille de puce, ils refont une usine entière, genre from scratch. Et du coup, leurs usines, ils les jettent tous les 2 ans. Donc là, c'est vraiment leur métier de faire des usines. Donc un data center, c'est un détail pour eux, en fait. Et ils réfléchissaient même à devenir fabless parce qu'ils veulent concevoir et vendre des puces au lieu de les fabriquer concrètement. Et
aujourd'hui, en fait, ce que le cloud change, c'est que dans une entreprise, l'image du DSI qui fait la config IP routeur, qui range le serveur astérisque dans le tiroir pour une boîte de 50 salariés ou de 500 ou de 1500 salariés, ça c'est fini, ça n'existe plus. On n'a plus besoin d'avoir des data centers, même si on est plusieurs centaines de milliers de salariés. On a Teams, on a le cloud, on peut pousser nos machines, nos applications sans avoir un lieu physique où on hoste nos applis. C'est ça le gros changement? C'est ça, oui. En fait, c'est vraiment sur ce qu'on. En fait, derrière tout ça, ce que ça permet, c'est vraiment se concentrer en fait sur son métier et ne plus perdre du temps et certainement de l'argent aussi. Enfin, il faut voir que souvent quand c'est pas son métier et qu'on fait des choses, on va dire pour être correct. Peut-être bancal ou en tout cas pas toujours dans les règles de l'art et pas forcément avec assez de personnel, etc. Ça, si on y réfléchit bien, ça peut coûter plus cher parce que par exemple si ça impacte toutes les équipes de dev et qu'elles perdent du temps, si je sais pas s'il y a peut-être 200 devs qui travaillent. Si on calcule la perte de temps de ces 200 devs parce que pour peut-être juste lancer créer je sais pas un CI/CD, il faut tel droit, etc. et c'est pas très réactif. Il faut demander à telle personne qui est surchargée, qui a d'autres choses à gérer ou c'est pas très réactif. Par exemple, c'est tous ces personnes qui perdent du temps à gérer ça. Elle coûte et tout ce qui va être cloud ou dans cette philosophie-là, c'est vraiment l'idée, c'est on fait ce métier-là pour vous, on donne toutes les interfaces qui vont bien pour que vous soyez tous autonomes et indépendants. Vous pouvez faire ça très facilement, utiliser nos services et pas refaire à chaque fois la roue, par exemple. Voilà, Ouais. c'est plein de choses comme ça. J'ai envie de te poser une question parce que en fait, j'ai l'impression que tu as été un candidat très averti. Tu as changé de job avec beaucoup de sang-froid. Est-ce que c'est une impression? C'était quoi tes émotions au moment où tu as changé de job? Genre, est-ce que tu as démissionné, ensuite tu allé chercher un poste? Comment t'as approché le Euh, sujet? Quand j'ai changé de job, tu parles avant de rejoindre Ripon, par exemple? Dans toute ta Ah carrière, oui. t'as changé de job plusieurs fois et j'ai l'impression que Alors, t'as maîtrisé, t'avais les codes ou tu l'as bien fait. Donc, j'ai envie de savoir c'était quoi ta recette secrète d'accord. ou alors peut-être que t'as flippé comme tout le monde Il y a eu plusieurs réactions. On va dire quand j'ai quitté ma grosse ESN, en fait, ça faisait déjà 6 mois que je travaillais, même plus que 6 mois, je travaillais sur l'histoire de la startup où en fait, Ouais. le jour je bossais pour eux, la nuit je bossais pour ma startup. Euh, C'était un peu ça. Mhm. Et Tu es passé full time sur je voulais ta passer full startup. time sur la startup, donc je me suis dit, on va la jouer sécure. Je vais essayer de négocier j'avais une potentielle occasion de pouvoir négocier une rupture conventionnelle. Je suis allé et en fait on m'a dit non, t'auras pas ta rupture, t'auras pas ton chômage et démerde-toi, c'est ton idée. Du coup c'était un peu compliqué, mais bon je me suis fait j'ai démissionné quoi. J'ai dit bon tant pis, j'en ai marre. Et en fait au moment où c'est arrivé, sur le coup j'ai eu beaucoup de stress tout ça parce que en fait là-bas ils mettaient aussi la pression. Ça s'est pas bien passé en fait. C'était pas une rupture comme ça aurait dû l'être. Et c'était la première fois que je faisais ça, donc il y a eu beaucoup de stress et de panique. Mais une fois que tout était signé, les papiers réglés, c'était la folie dans ma tête. J'étais trop content. Je fais ça y est, je suis libéré, et un sentiment vraiment de libération. Mais t'as réussi à avoir une démission sans préavis? Non, j'ai dû attendre. J'ai dû attendre. Parce que moi, je me rappelle la première fois que j'ai démissionné, j'ai posé la lettre de démission sur le bureau du patron et il m'a dit: «Ah non, non, mais moi je l'ai pas signé, je la signe pas parce qu'on devait pas faire ça». En fait, genre, du coup, j'ai négocié pour partir au bout d'un mois. En fait, je voulais finir mon backlog de tâches et partir, et qu'on se mette d'accord là-dessus. Et en fait, non, ils m'ont dit: «Bah non, tu restes encore un mois et t'as un mois pour finir ton backlog de tâches». Du coup, bah, je suis resté un mois et j'ai pas fini mon backlog de tâches. Et, c'était en vrai la période de préavis, moi je l'ai trouvé trop angoissante. Ah non, mais T'es dans le bureau, c'est atroce. C'est atroce quand ça se passe mal, en fait, la rupture, et que ça va pas dans ton sens, et que en gros, ils te disent clairement, on fera aucun effort.
moi j'ai même dû y retourner après pour réclamer des indemnités qu'ils me devaient, quoi. Et t'es pas, enfin limite devoir en plus y retourner alors que c'est censé être fini, parce qu'ils ont décidé juste de t'embêter, quoi. C'est chiant. Enfin, j'ai dû derrière, j'avais envoyé des lettres et tout, en disant il y a telle loi machin qui dit vous devez payer les congés avant telle date qui me restait, sinon je peux vous attaquer au prud'homme pour pouvoir les avoir, alors que j'avais déjà lancé plusieurs fois la DRH, elle me répond pas, quoi. Et puis c'était tout des trucs comme ça, et en fait ça c'est un peu lourd, mais une fois que tu sors de ce genre de situation, c'est libéré. Sinon après le reste, ça s'est plutôt bien passé, on va dire. Quand j'ai quitté l'autre société, j'avais déjà trouvé, j'étais déjà d'accord avec Ypon. Bon, en fait, la rupture, elle s'est pas si bien passée que ça quand même, parce qu'avec mon patron, je pense qu'il a pas trop apprécié le fait que je parte. Et bon, après ça s'est calmé, mais sur le coup, il y a eu beaucoup de stress. Mais je savais que dans tous les cas, j'allais rejoindre Ripon, et ils ont été très cool là-dessus, parce que j'avais mes 3 mois de préavis, et au final, quand j'ai dit au client à mon client là que j'avais à ce moment-là, que j'allais partir, et ils allaient commencer en fait à faire une formation, je sais plus si c'était React ou je sais pas quoi. Enfin, ils allaient faire former les personnes à une nouvelle techno, parce qu'ils allaient faire une refonte du site. Et du coup ils m'ont dit du coup on va pas te garder, parce que là on va commencer à lancer la formation, on va pas payer une formation alors que tu pars, quoi. C'est pas dans nos objectifs, donc ça se comprenait. Du coup, ils ont mis fin à la mission assez vite, et en fait peut-être en 5 jours j'ai rejoint Ypon, quoi, une semaine, un truc comme ça. Et du coup ils m'ont dit, ils m'attendaient au bout de 3 mois, et en fait 5 jours après j'étais arrivé, où j'ai fait une rupture conventionnelle avec mon patron, parce qu'il m'a dit je vais pas te garder, là je peux pas te trouver de mission vu que tu pars. Donc voilà, c'était un peu tendu là-dessus, c'est pas passé comme je l'attendais, mais bon, Ypon était très sympa et ils m'ont dit voilà, vas-y, viens. Ouais, OK. En vrai, c'était pas exactement ça ma question, mais la réponse est super intéressante. Donc, je suis très content. Le sang-froid, il y a toujours un peu de sang-froid au départ, mais comme il y a toujours des choses où on s'y entend pas, il y a du stress, beaucoup de stress à chaque fois. Ça met pas dans une position confortable, on va dire. OK. On est en train d'écrire un livre avec Marcy et Nicolas, qu'on va appeler le Handbook de We Love Devs, le guide ultime pour être heureux dans l'IT. Si on veut citer dedans, si on veut garder qu'un seul ingrédient qui te rend heureux, ou un secret du bonheur selon Maxime de Roulers, qu'est-ce qu'on doit mettre comme citation dans ce livre? J'ai pas entendu la fin, excuse-moi. Qu'est-ce qu'on doit mettre comme ingrédient, comme citation dans ce livre? Je pense que le secret du bonheur, d'une manière, tu entends d'une manière professionnelle, dans la vie professionnelle ou dans la vie de tous les jours, ou... Non, le tien. D'accord. C'est quoi ton ingrédient? Qu'est-ce qui te rend Chaque jour avancer un peu plus loin. Chaque jour avancer un peu plus loin, et ce que j'entends derrière, c'est sentir progresser, se sentir meilleur jour après jour, tout simplement. Et meilleur, ça peut être progresser, ça peut être de manière professionnelle, bien sûr, mais ça peut être aussi progresser en tant qu'homme. Par exemple, commencer une expérience associative, commencer donc qui soit humaine ou animalière, ou ce qu'on veut, mais c'est aussi progresser ça peut être progresser dans sa relation de couple, mais c'est vraiment le progrès, avancer, et pas se sentir stagné, parce que se sentir stagné quand on a ce sentiment-là, je pense que pour moi en tout cas, c'est la pire des choses. Stagner, je supporte pas. Il y a une forme d'introspection, il y a une forme de satisfaction dans ton développement personnel. Il faut de la discipline aussi pour se sentir progresser. Il faut de la discipline, il faut des méthodes, il faut de l'organisation. En fait, plus on veut progresser, là c'est quelque chose, je me suis rendu compte il y a pas si longtemps que ça, c'est que plus on veut progresser, en fait, plus il faut être efficace, parce que ça demande soit plus de temps, que ce soit progresser dans sa relation de couple, et par exemple faire le partage entre le travail et sa vie personnelle.
à un moment, j'avais l'impression, en fait, je progressais très bien dans le travail, mais j'avais l'impression que que je mettais trop de côté ma vie personnelle et ça pouvait, en tout cas, causer de la frustration ou des problèmes dans ma vie personnelle. Et en fait, ça a été de se dire, ben voilà, la quantité de temps, de toute façon, j'ai cette quantité de temps-là par jour et c'est tout. Enfin, j'ai 24 heures dans une journée comme tout le monde, mais c'était de me dire, ben, je veux continuer à progresser dans tous les côtés. Donc, c'est trouver des méthodes pour être plus efficace, être plus productif et faire la même chose, en fait, mais en moins de temps. Et donc, du coup, ça demande plus d'organisation, ça demande de commencer à se renseigner sur des méthodes. Et quand je parlais, par exemple, que la techno, c'est pas le plus important dans mon métier, je trouve. Ça rentre là-dedans parce que du coup, j'ai commencé à faire des formations sur de la productivité. Donc, chose qui est quelque part, ça touche mon métier, mais c'est des méthodes, des petites astuces, comment être plus concentré, utiliser la méthode Pomodoro, par exemple. Ça peut être des choses comme ça, mais les apprendre, les appliquer et bien les appliquer. Et je trouve que ça change pas mal de choses. Ok. En vrai, moi, ça me va, hein. Pomodoro, tout ça, on note. Être méthodique et heureux. En vrai, ça se voit. Là, moi, je te vois à l'image, les auditeurs le voient pas, mais j'espère qu'ils l'auront ressenti à l'écoute du podcast. Et j'espère que moi, je suis convaincu que ça va faire écho chez les gens qui se posent la même question, qui ont goûté ces directions et qui cherchent à y aller et qui vont trouver une confirmation dans ton propos et ça va les encourager à aller plus loin dans cette démarche-là. Et même moi aujourd'hui, en fait, ça me parle parce que c'est être une meilleure personne, c'est un sujet important pour moi tous les jours et c'est important pour ma vie pro. L'équilibre entre la vie perso et la vie pro, c'est vrai que c'est important pour le bonheur. On peut pas être heureux dans sa vie pro si on n'est pas heureux dans sa vie perso parce qu'on l'a écrasé. Tout à fait. Donc ouais, tout ça, tout ce que tu dis est très intelligent. J'espère l'avoir un peu synthétisé. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps. De rien. C'est la fin de l'enregistrement. Je sais pas si je vais faire la coupe ou pas. Je pense qu'on va pas garder de coupe. Et pour nos auditeurs, n'hésitez pas à remplir l'enquête. C'est vraiment super important. On recherche à avoir les 1000 répondants le plus vite possible. Et ces podcasts nous permettent d'en faire la promotion. Donc, je répète, l'enquête est utile à tous et elle a été utile à Maxime. Donc, mettez vos infos. Et si vous êtes junior, c'est intéressant aussi. Parce qu'il y a beaucoup de non-juniors qui répondent. Mais du coup, ça aide pas les juniors. Donc, faut que les juniors répondent pour aider les juniors. Aidez-vous les uns les autres. Est-ce que c'est cool? Franchement, Je suis pris d'été. c'est top. Enfin, moi, je suis très content d'avoir participé, d'avoir pu partager mon expérience. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de faire ça, et du coup, voilà, très content d'avoir participé. Et merci Damien pour l'invitation. T'as vu qu'en plus, en le faisant à distance, c'est hyper confort en fait. C'est hyper confort. En fait, on a l'impression d'être chez soi. Enfin, moi, je me sens très décontracté et relax. J'ai l'impression d'être chez moi. Et puis, voilà, limite, il y aura un café, c'est pareil, quoi. Tu sais que mais en fait, même en plus, en termes de technique, c'est beaucoup moins compliqué pour moi que de te recevoir au bureau. Si t'as pas de micro, toi t'avais un micro, mais s'il y a pas de micro, en fait, on a un micro que s'envoient les participants les uns les autres. On achète les étiquettes mondiales relais. Et Guilherme vient de recevoir son micro. Je pense que tu le connais en plus, Guilherme. Il vient de recevoir le Yeti. Là, il est en vacances. Il vient de recevoir le Yeti Poulain. Ouais. C'est le simple nain d'Amélie Poulain et j'enregistre avec lui la semaine prochaine. Donc, faut vraiment dire aux gens que si vous avez jamais enregistré un podcast avec nous, si j'ai jamais pris la parole en public, c'est une bonne façon de commencer. Top, ouais. Enfin, c'est vraiment, on serait dans une pause café, c'est la même, hein, du coup, parce que tu te sens vraiment chez toi. Hein. Enfin, c'est vrai. Hein. C'est impressionnant. Je m'y attendais pas. Mais t'es concrètement chez toi. T'es pas chez toi. Je suis chez moi là. Je suis tranquille dans mon bureau. C'est pour ça, je te dis, on aurait été. C'est comme avec des collègues à une pause café où t'es détendu, tu parles de tout. T'as l'impression de parler à la pluie et le beau temps. Ben, c'est un peu pareil, quoi. Ok, c'est cool, ça marche. Je vais couper l'enregistrement ici. Passez une bonne semaine ou un bon week-end en fonction du moment où vous nous écoutez. On publie souvent le vendredi, donc c'est sûrement un bon week-end. À bientôt.